Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, face à l'incertitude, le grand retour de l'intégration verticale. Qu'est-ce qu'on intègre? Qu'est-ce qu'on sous-traite? La question est aussi ancienne que l'entreprise. Comme souvent, il n'y a jamais de réponse dans l'absolu, seulement des choix avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais le contexte compte aussi. Alors que depuis 40 ans, la réponse à la question était « intégrons le moins possible et sous-traitons le plus possible », l'incertitude massive qui caractérise désormais le monde rebat les cartes et remet l'intégration verticale au premier plan des priorités. L'immense usine Ford de River Rouge, située à Dearborn dans le Michigan, était conçue pour recevoir les matières premières à une extrémité et produire les modèles T à l'autre extrémité. Ford a même construit une ville au Brésil, baptisée Fordlandia, afin de s'assurer un approvisionnement en caoutchouc pour ses pneus. C'était un modèle extrême d'intégration qui a vécu ses heures de gloire jusque dans les années 70, où ses inconvénients ont commencé à apparaître. Inefficacité, contraintes de coordination, etc. Une triple évolution va mettre à mal ce modèle. La première est celle de la pression des investisseurs qui commencent à exiger une rentabilité et une création de valeur des entreprises. Il ne s'agit plus d'être le plus gros, mais celui qui crée le plus de valeur. Logiquement, les tâches où l'entreprise crée le moins de valeur vont être éliminées. La seconde est la révolution entrepreneuriale à cette époque qui voit la naissance d'acteurs spécialisés aux antipodes de ce modèle, hyper performants sur certaines fonctions bien choisies et auxquelles il va rapidement être plus intéressant de sous-traiter un nombre croissant de tâches. C'est par exemple le cas de Federal Express, FedEx, qui rend possible l'envoi d'un colis d'un point A à un point B partout dans le monde avec une extrême simplicité. FedEx, qui a débuté ses opérations en 1973, a révolutionné le secteur du transport en introduisant un système intégré air-sol pour les livraisons de nuit. La troisième est la libération progressive du commerce mondial et le développement d'institutions internationales solides qui rend possible, et de moins en moins incertain, la sous-traitance à des fournisseurs de pays émergents, notamment la Chine. C'est l'époque de la grande désintégration. Apple est un bon exemple d'entreprise désintégrée. Les utilisateurs de ces produits sont ainsi familiers de la fameuse inscription « Design in California, made in China ». Apple conçoit ses produits mais ne fabrique rien elle-même. Tout est fabriqué par son prestataire Foxconn en Chine. C'est la fameuse entreprise sans usine. Alcatel en avait rêvé dans les années 80, on s'en est beaucoup moqué à l'époque, mais Apple l'a fait. Et son succès incroyable depuis 30 ans a plus que démontré la viabilité de ce modèle. Cette tension entre intégration et désintégration traduit une fameuse opposition entre hiérarchie et marché, évoquée dans les travaux sur les limites de la firme par des économistes Olivier Williamson et Ronald Coase. À l'intérieur, c'est le règne de la hiérarchie. Il y a des managers, des employés et on fonctionne par instruction et contrôle. À l'extérieur, il y a le marché, on achète et on vend des prestations. Par exemple, pour faire nettoyer son usine, une entreprise peut soit embaucher des agents de nettoyage, c'est l'intégration, soit sous-traiter le nettoyage à une entreprise spécialisée, c'est le marché. Le second cas correspond à un rétrécissement des limites de l'entreprise. À l'extrême, celle-ci n'est qu'un intégrateur de services fournis par des prestataires. Services financiers, comptables, RH, logistique, fabrication, etc. Pour reprendre une expression fétiche des années 90, elle se concentre sur, je cite, son cœur de métier. Outil phare de ces années, étoile polaire du stratège, la fameuse chaîne de valeur du stratège Michael Porter, est utilisée pour représenter l'ensemble des activités grâce à laquelle l'entreprise peut choisir de ne faire que ce qui lui permet de créer de la valeur en externalisant tout le reste. Mais le modèle désintégré est aujourd'hui en obsolescence rapide, principalement en raison de l'évolution géopolitique et de l'incertitude qu'elle suscite.
Il suppose en effet un marché efficace, une stabilité juridique et politique et un environnement international fonctionnant sur des règles claires et surtout respectées. Il suppose une croyance collective dans les bienfaits du libre commerce qui assure un risque faible sur l'ensemble de la chaîne. Il suppose en substance une économie indépendante de la géographie et de la politique. C'est l'axiome de base de la mondialisation de ces 40 dernières années. Cet axiome n'est plus vérifié aujourd'hui et le sera de moins en moins dans les années qui viennent. Le retour en force du protectionnisme, la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis, entre autres, interdisent désormais d'exclure certaines mesures de rétorsion, comme par exemple la fermeture administrative d'une usine, la rétention d'un chargement ou l'interdiction de commercialisation de certains produits. Autre exemple, la réduction de la capacité de projection des États-Unis et sa réticence ou son incapacité à protéger le commerce mondial en mer Rouge rend les échanges internationaux plus risqués et donc plus chers. Les entreprises font désormais face à une double menace aussi bien en amont sur leurs approvisionnements qu'en aval sur leurs ventes. Le droit et le marché reculent, la force, l'arbitraire et la politique reprennent la main. Autrement dit, l'incertitude qui avait été fortement réduite par le droit international est de nouveau prédominante. Pour se protéger, les entreprises doivent reprendre le contrôle et recourir à nouveau à une intégration verticale. Plusieurs entreprises sont très avancées dans ce modèle. Le chinois BYD est un bon exemple. BYD ne se contente pas de fabriquer des voitures électriques. L'entreprise a choisi de sécuriser toute sa chaîne d'approvisionnement, de l'extraction des matériaux critiques jusqu'à l'assemblage final des véhicules. Non seulement elle produit elle-même ses propres batteries via sa filiale FinDreams, mais elle investit également dans des mines de lithium en Chine et a conclu des partenariats en Amérique du Sud, au Chili notamment, pour sécuriser son approvisionnement. Elle est également l'un des rares constructeurs automobiles au monde à fabriquer ses propres semi-conducteurs pour véhicules électriques. C'est le grand retour du modèle fordlandien. Et le succès est au rendez-vous, le chiffre d'affaires est de près de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire supérieur à Tesla. Alors que l'entreprise n'avait produit qu'1 million de véhicules en 2021, elle en a produit près de 10 millions en 2024. Alors tous les modèles ont leurs avantages et leurs limites, on l'oublie souvent, mais surtout tous ont une date de péremption, on l'oublie toujours. C'est valable aussi pour les modèles organisationnels. Lorsque les circonstances changent, les modèles qui en tiraient parti deviennent obsolètes. Dans un monde devenu massivement incertain, où le contrôle et la robustesse redeviennent des éléments clés de la performance, le modèle intégré semble désormais avoir à nouveau l'avantage. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!